Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer chaque semaine en compagnie de notre rédacteur multicarte que vous connaissez évidemment et que vous allez acclamer, Geoffroy Barre. Salut Geoffroy. Salut Anthony, bonjour à toutes et bonjour à tous. Il n'y a pas d'applause, hein. Ah non, c'est vrai, il faudrait que t'en mettes en post-prod. J'en mets en post-prod, ok. Voilà, un petit peu comme dans notre épisode où on avait remis des prix awards. Justement en fin d'année, les awards. Et c'est vrai qu'il va falloir refaire ça en fin d'année. Bon, On a le temps, ouais, on est en juin. Oui, évidemment. C'est vrai qu'on est en juin. On a arrêté notre rythme de 3 épisodes par semaine. Ouais. Là, on est revenu sur un rythme plus sérieux, j'allais dire, et plus serein. Voilà, pour ce 68e numéro de notre podcast, puisqu'on va revenir aujourd'hui sur des épreuves de 24 heures. Non pas les 24 heures du Mans, qui se sont déroulées la semaine dernière, mais bien les 24 heures du Nürburgring et les 24 heures de Spa. On va parler donc de tours d'horloge dans ce podcast, et on va d'abord revenir sur la 53e édition des 24 heures du Nürburgring. Alors comme vous le savez, dans l'Endurance Club, on va vous donner des chiffres, des petites infos, des statistiques qui vont vous permettre de connaître encore mieux le monde de l'endurance qui nous fait tous vibrer. Et aux 24 heures du Nürburgring, je sais pas si on a vibré, mais on a eu des sueurs froides, notamment pour l'un de nos Français qui était engagé et qui s'est encore battu pour la victoire, Kevin Estre. Ça a été l'image forte du week-end et ça a été peut-être aussi le sujet de discussion pour ces 24 heures du Nürburgring, parce que Geoffroy, il y a eu un contact entre Kevin, qui était leader de la course avec sa Porsche, et un concurrent qui se faisait prendre un tour. Est-ce que tu as vu les images? Qu'est-ce que tu en as pensé? Et est-ce que tu as été déçu pour Kevin? Oui, bah forcément déçu pour lui, déçu pour la Grello, la 911, qui est une voiture emblématique des 24 heures du Nürburgring, et donc évidemment, ouais, déçu. Après là-dessus, enfin c'est pour le coup, c'est la Nordschleife, c'est le multicatégorie sur le circuit le plus exigeant et le plus difficile du monde. Donc C'est vrai. il a une pénalité, enfin en fait pour être complet, ouais, il a eu une pénalité de 100 secondes ajoutée à Non, son mais alors ça, temps déjà, total. moi je comprends pas. Moi Je comprends non pas. plus, Si tu j'ai veux, du mal, ouais. t'as le leader qui vient toucher un retardataire, qui accessoirement a eu 3 ou 4 fois le drapeau bleu et qui prenait une trajectoire extérieure qui laissait penser à Kevin Estre, qui était quand même en bagarre, juste pour Bah, préciser, pour la tête avec avec la Marcello et BMW. puis Jordan Pepper derrière, ouais. Bah oui, je veux dire, à un moment, t'es pas là pour enfiler des perles. On sait, comme tu l'as dit, que le circuit est assez étroit et assez délicat. Il y a plein de catégories. Et donc là, on met une pénalité non pas, je sais pas, d'un drive-through ou de 5 secondes ou 10 secondes, comme l'année dernière aux 24 heures du Mans. Tu sais, quand Kubica était venu Ouais. percuter Dries Vanthoor, ou en tout cas que les deux voitures étaient venues au contact. Et là, 100 secondes. Mais j'ai pas compris. Après, on va peut-être pas se lancer dans un débat là-dessus dès ce matin, mais tu sais, c'est le fameux truc qu'il y a comme en Formule 1. Est-ce qu'on juge l'acte ou est-ce qu'on juge les conséquences? Là, clairement, C'est vrai. c'est un racing incident, enfin c'est un incident de course, un fait de course, et un contact comme il y en a, sincèrement, j'allais dire des dizaines pour pas qu'on m'accuse d'exagérer, mais je pense peut-être même des centaines pendant les 24 heures du Nürburgring, parce qu'on a un multicatégorie. On a de la GT3 ultra affûtée jusqu'à de la Dacia Logan, donc vous vous doutez bien que ça se frotte un peu en piste. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que, s'il le touche et qu'il part pas, parce que la Aston Martin pour le coup est partie sur le côté et après a fait des tonneaux, et donc c'est hyper impressionnant quand même. Je pense que s'il ne part pas en tonneau, il n'y a pas les 100 secondes de pénalité. Tu sais, si voilà. vraiment Eh ben, il est à je pense l'intérieur, il y a le contact, l'Aston est un peu délesté, bref, on sent que c'est un peu cavalier, mais tout le monde s'en sort vivant. Enfin, il n'y a pas de mort, mais tout le monde s'en sort bien. Je pense qu'il n'y a pas les 100 secondes de pénalité. Là, on a jugé les conséquences, à mon avis. Eh oui, mais on le fait un petit peu trop souvent dans Mais moi les je courses déteste globales. ça. Ouais. Ah bah mais moi je déteste ça. On en est rendu à ça, c'est-à-dire que les décisions sont prises en fonction de la conséquence d'un acte, alors que si tu veux vraiment être objectif quand tu juges, bah c'est plutôt l'acte en lui-même sur lequel tu mets une pénalité ou pas, et peu importe les conséquences. C'est-à-dire, enfin, je m'explique, mais en Formule 1, je trouve que c'est devenu un peu le cas aussi, c'est ça, c'est que pour une même infraction, pour un même contact ou pour un même dépassement qui n'a pas été bien réalisé, les pénalités vont pas être les mêmes. En fait, ça va dépendre si du coup le contact a généré un abandon d'un pilote ou une crevaison machin, ou si au contraire il a rien déclenché. Et en vrai, c'est pas ça. Si tu veux que les pilotes soient plus clean en piste, il faut que pour la même action, peu importe les conséquences derrière, tu aies une pénalisation, quoi. Enfin, moi, c'est mon sentiment. Alors après,
Mais moi aussi, après, je me mets à la place des officiels, ça doit être difficile aussi de se dire, bon, il y a eu un contact avec une voiture de la catégorie Rennes, la catégorie la plus rapide, avec un pilote retardataire, et donc forcément, ben, si tu mets pas une grosse pénalité, tu peux te dire, bah, finalement, les pilotes qui sont un petit peu moins expérimentés ne vont pas forcément venir parce qu'ils auront peur d'être maltraités. Mais d'un autre côté, j'oppose à ça le fait de se mettre à la place d'un pilote professionnel comme Kevin Estre, qui se bat pour la victoire dans cette 53e édition des 24 heures du Nurb, et qui se bat à coup de dixième dans le trafic, alors qu'on a mis des drapeaux bleus justement à la voiture de devant. Donc à un moment, c'est vrai que je comprends qu'on puisse plus pénaliser la voiture qui est plus puissante et qui va pouvoir donc attendre peut-être un virage ou deux, mais en l'occurrence, il avait attendu un virage ou deux, et c'est le concurrent de l'Aston qui n'a pas vraiment respecté ce qu'il fallait, quoi. Après, il y a aussi, enfin, ouais, t'as raison sur le fait que faut faire attention au signal que tu envoies, parce que là, à l'inverse de ce que je viens de dire, tu vois, je fais exprès d'avoir le point de vue Bien opposé. sûr. Si tu mets pas de pénalité pour ce genre d'action, le mec, ceux en GT4, là, enfin, les travaux qu'il y a à faire sur la bagnole, ça me paraît fou, je sais même pas s'ils peuvent la récupérer, j'en sais rien. Mais tu te dis, attends, c'est quand même pas possible. On se fait sortir par Kevin Estre. Enfin, c'est bon, quoi, ça va. L'autre, le pilote Porsche, il passe, il nous fout dedans. Excuse, peut-être qu'il y en a eu, mais en tout cas, tu sais, tu pourrais te dire, putain, ils en ont rien à foutre, quoi. Alors, déjà, rien que le fait que l'équipe GT4 voit qu'il y a une pénalité de 100 secondes, eux, ça va pas leur changer leur course parce qu'elle est, de toute façon, elle est foutue. Ça va pas Ouais. non plus leur payer les réparations. Mais au moins, ils voient qu'il y a eu un. Ils se sont fait sortir sur une action de course qui a été jugée comme pas bonne. Donc, en fait, c'est toujours très compliqué et c'est C'est dur, surtout hein. Non, compliqué mais c'est dans ce super genre difficile. d'épreuve où les 24 heures du Nürburgring, pour moi, je te le dis, hein, c'est vraiment une course qui restera. J'adore, hein, je suis fan. T'es déjà en train de te marier, tu sais ce que je vais dire. Non, mais moi, Ouais. j'adore les 24 heures du Nürburgring. J'y suis allé plusieurs fois et c'est génial et j'adore y retourner. Après, ça reste quand même un truc perché, quoi. Enfin, en fait, t'as de Ah la bah c'est Dacia incroyable. Logan. Maintenant, il n'y a plus l'Opel Manta parce qu'elle roule en classique. Mais enfin, bon, la Dacia Logan, elle a pris le relais. On va se la taper pendant 20 ans. Il y a un nombre de concurrents. C'est bien d'avoir 160 voitures et tout, c'est super, mais c'est quand même. C'est un peu la foire à la saucisse, quoi. En dehors et sur la piste, hein, franchement. Et Ah oui, en dehors, ça c'est pas grave. non, mais je suis pas en train de dire que le pilote en GT4 était pas bon et que. Enfin, c'est pas lui que je pointe. C'est juste que ça reste une course folklorique qu'on aime beaucoup. C'est une Bien affaire sûr. très allemando-allemande, quoi, germano-allemande. C'est super, mais en fait, Avec des Thaïlandais. ouais, des Thaïlandais, tu penses à qui? Mais oui. Eh ben, parce qu'il y a des Thaïlandais sur des Toyota notamment. Ah Et oui. c'est vrai qu'à chaque fois que je commente les 24 heures du Nurb, il y a à chaque fois ce petit délire avec Adrien Pavio ou avec Guenel Longy de pouvoir donc citer l'équipage des pilotes thaïlandais. Donc Eh bah pour eux, c'est non, c'est vrai que exotique, c'est hein. non, mais c'est du folklore, c'est vrai, je suis Ouais, d'accord. Et d'ailleurs, la Dacia, tu dis, on la verra pendant 20 ans. Oui, enfin, on n'a plus failli la voir parce que justement, il y a 2 ans, je crois, il y a eu ouais. un contact avec une voiture de GT3 et cette Dacia. Donc il y a vraiment de grosses Mais elle est différences tout de le temps dehors, vitesse. en fait. Tu vois, ouais, c'est ça. Enfin, en Mais fait, oui, à un moment. Mais c'est bien, c'est deux philosophies différentes. On est sur la philosophie radicalement opposée de celle des 24 heures du Mans et de la CO, tu vois. Ou même de S0 mais ça d'ailleurs c'est avec sûr. les 24 heures de Spa. Là, on est sur un truc. Oui, mais alors, Ouais. à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on met des pénalités si lourdes? Enfin, je veux dire, on est conscient que ça peut pas mal se passer, mais en tout cas, il peut y avoir des petits contacts. Bon, bah alors, soit on prévient les pilotes dans des catégories inférieures qu'il faut vraiment s'écarter, soit on dit aux pilotes de la grande catégorie, bon, bah les gars, vous vous battez pas dans ce secteur-là, mais c'est impossible. Enfin, je veux dire, tu peux pas demander à Kevin Estre de résister derrière Raphaël et Marcello à coup de dixième, et puis bah, quand même être prudent, ralentir, attention. J'aurais pas eu la même réflexion si l'Aston GT4 se battait pour une position. Mais là, elle était toute seule. Tu Ouais. vois ce que je veux Non, dire? je sais, je comprends. Après, le truc, la seule issue que je vois possible pour éviter ce genre de situation, c'est de tirer par le haut, de faire par exemple tout le. Mais ça peut mettre 10, 15 ou 20 ans, hein. Mais c'est de faire ce qu'a magnifiquement fait SRO avec les 24 heures de Spa. Je fais une mini transition parce qu'on va en parler après, mais Hmm, où bien aujourd'hui tu sûr. as 75 voitures qui sont des GT3, 75 voitures de la même catégorie. Donc en théorie, sur le papier, 75 voitures différentes qui peuvent gagner. Bon, c'est pas tellement le cas puisque les équipages font que quand même, il y en a certaines où tu peux pas t'es sûr que ça va pas gagner, mais bon. En tout cas, sur le papier, tu as 75 voitures qui ont les mêmes caractéristiques techniques, donc qui vont aussi vite.
Moi, je pense que les 24 heures du Nürburgring gagneraient vraiment à essayer de booster la top catégorie. C'est déjà le cas, hein. Depuis 10 ans, il y a quand même beaucoup plus de SP9, je sais même plus les trucs, là, 8T, machin, enfin bref. Ouais. Il y a de plus en C'est plus ça. de voitures quand même en haut. À une époque, la grille se remplissait par le bas au Nürburgring, hein. C'était encore plus la foire à la saucisse. Là, il y a quand Ouais, même alors de après, plus en est-ce que plus de voitures par le haut. Mais je pense c'est vrai? qu'ils auraient intérêt à faire ça, vraiment allez, on arrête la Dacia Logan, on arrête ça. C'est très bien, c'est super, ça fait partie du folklore, mais faites-les rouler en classique. Faites une autre course en... Parce qu'en fait, pourquoi il y a des voitures Voilà, comme c'est ça? ça. Pourquoi il y a des voitures? C'est parce que la Nordschleife, c'est mythique, et plein de gens ont envie de rouler dessus, et je comprends. Mais par contre, faites des courses de... Profitons. Enfin, je sais pas, il est ouvert toute l'année, ce circuit, quoi. On peut peut-être mettre la Dacia, elle peut peut-être rouler à d'autres moments, quoi. Les 24 heures du Nürburgring, on peut peut-être essayer d'avoir un truc un peu plus... Je suis pas en train de parler de course élitiste, mais ne serait-ce que faire monter un poil le niveau, quoi. Ouais, c'est toujours Peut-être que je délicat suis parce critique, hein, mais... que non, mais t'as ceux qui sont fervents supporters justement d'une variété complète, et puis Et je le suis, c'est hein. vrai qu'il y a cette mais oui, mais moi aussi en fait, c'est pour ça que je suis assez partagé parce que ça me fait plaisir en fait de voir la Dacia, de voir des Ouais, voitures TCR, là, peut-être de un me peu. dire qu'il y a une non mais c'est vrai, parce que c'est le folklore et parce que justement dans le commentaire on en parle, etc. Mais c'est vrai que ça devient très dangereux et je pense que les puristes de Spa regrettent aussi l'époque où on avait des voitures de tourisme. Oui, Mais bien voilà, sûr, c'est bien vrai sûr. que ça évolue et c'est vrai que maintenant que depuis que c'est GT3 au 24 heures de Spa, ça fait une bagarre folle aussi. Et c'est pas pour ça qu'on n'a pas plusieurs catégories. Je sais pas quoi penser avec les 24 heures du Nord parce que on pourrait faire une course en support des Mm. vrais 24 heures, mais il y aurait quand même moins d'enjeux, on en parlerait moins et je pense que cette Dacia, on l'oublierait. Et comme on l'oublierait, et du coup eux pourraient pas trouver de sponsor et pourraient pas rouler. Donc en Bien fait au sûr. final, Ah, bah, je sais. le fait de devenir élitiste déjà, ça coûterait plus cher et je suis pas sûr qu'on arrive à remplir les grilles. Euh, ou alors ça prendra du temps. Je suis partagé. Mais Franchement, je suis partagé. J'aime bien avoir cette variété quand même. en tout cas, ce qui est clair, c'est que oui, il faut quand même remplir cette grille parce que tu peux pas, sur un circuit de plus de 20 Bah bornes, oui, avoir que 40 voitures au départ, par exemple. Si tu fais une course full GT3, je pense que tu pourrais avoir les 75 concurrents des 24 heures de Spa, tu vois. Je pense qu'il y a quand même des équipes qui... ouais, mais 75, ça fait pas beaucoup. Non, Du non, coup, par c'est ça que rapport je à ce dis. que tu as vraiment sur les 24 heures. Ouais, c'est ça, voilà. Donc tu peux pas en faire une course pure GT3. Après, t'as des Non, mais tu peux faire solutions. GT3, GT4. Tu peux faire. Ouais, Enfin, voilà. tu vois, on peut essayer de faire un peu à la manière des 24 heures du Mans, avoir 2 ou 3 catégories Et puis même, maximum. à, Ça pourrait se faire. à Spa, ils avaient essayé une époque, quand la grille était moins fournie. Il y avait une année où il y avait des cups sur invitation, mais il y avait des Porsche Cups sur invitation aux Bah 24 oui. heures de Spa. Je te parle de ça il y a 10 ans, hein. Ils avaient tenté un peu cette ouverture aussi potentielle vers le GT4. Enfin, en fait, ils étaient en pleine réflexion parce que ils se disaient que peut-être que ça allait pas durer éternellement. Je pense que les 24 du Nürburgring, faudrait, tu vois, les mini, ça dégage, les trucs comme ça. Non, mais c'est Non, mais vrai, c'est vrai. franchement. Non, mais aller plus vers la convergence, comme on le dit avec la balance de performance aux 24 heures du Mans, mais c'est vrai que ça serait ça. Des GT3, des Le GT4, nombre de peut-être caisses des qu'il y a en GT2. plus. Mais bon, Oui, des GT2, mais très GT2, bien. c'est peut-être pas une bonne. Ouais, mais je sais pas si c'est une bonne idée en fait, parce qu'elles s'ouvirent pas mal ces GT2. Ouais. Et en tout cas, il y a quand même Mais pas bon, mal de constructeurs et de modèles différents en GT3, GT4. Et pour le coup, allez, si tu veux conserver du folklore, eh ben, t'autorises les GT4 je sais pas, moi, d'il y a plus de 10 ans. Là, tu fais pas un truc où il faut un modèle c'est spec vrai. 2025, quoi. Tu ouvres la catégorie aux gros Ginetta qui sont sortis il y a 12 ans, 13 ans, tu vois, et puis Ouais, ça, voilà. Sous pourquoi pas, réserve quoi. qu'il y ait des pièces, évidemment. Mais ça, ok, ça serait pas mal. Parce que je me dis que forcément, c'est aussi ce folklore-là qui attire les 280 000 Bien spectateurs sûr. sur une édition record, tu vois, qui a battu, je crois, le record il y a 15 ans. Donc, c'est vrai que les gens viennent aussi pour profiter. Bon, il y en a beaucoup qui viennent aussi pour être dans la petite piscine et boire des bières. Hmm. Mais, mais si t'as pas une variété de concurrents, est-ce que vraiment les spectateurs des 24 heures du Nurb sont comme ceux de Spa, très connaisseurs et Non. très clients d'avoir que des GT3? Je suis pas Ah, sûr. alors, ah bah là, si tu veux des anecdotes, parce que du coup, moi, j'ai fait Ah, les... vas-y. Enfin, j'ai fait... Je veux des anecdotes. J'ai pas roulé, mais je suis allé aux 24 heures du Nürburgring 3 fois. Et Les spectateurs roulent, eux, par contre, mais ils roulent sur eux-mêmes. ouais. Non, c'est une course qui est particulière. Je trouve ça toujours compliqué de comparer et de vouloir mettre de manière frontale Le Mans, Spa ou le Nürburgring, genre laquelle est la meilleure, etc. Tu vois, moi, j'ai eu la chance aussi d'aller à Daytona, par exemple, et je suis pas loin de dire que les 24 heures de Daytona, c'est une des plus belles courses. Enfin, c'est une des meilleures courses à laquelle j'ai assisté, alors que je fais Le Mans depuis 30 ans, J'ai quoi. entendu ça il y a pas longtemps. Ouais. Et en fait, elles sont toutes différentes. Et
ce qui fait la particularité du Nürburgring d'un point de vue spectateur, journaliste, peu importe, quand tu es en bord de piste, hein, pas quand tu pilotes, euh, c'est que les spectateurs, ils viennent à un festival. En fait, ils viennent à un festival automobile, voir la grille, elle est ouverte comme un peu comme aux États-Unis 10 minutes avant le départ. Les paddocks sont, en tout cas moi, le souvenir que j'en ai, c'était quand même assez ouvert. On le voit d'ailleurs, les images de Kevin Estre, quand il sort de la voiture, il traverse le paddock, il y a un monde de dingue. Enfin, c'est très ouvert, c'est voilà. Euh, Peu importe qui est là. Même dans les Oui, stands, tu oui, sais, oui. tu as les équipages pro qui parfois partagent Ah ben toujours, leur toujours, box où il y a 4 voitures, faut toujours. s'arranger Ouais. pour sortir de la voiture, etc. Enfin, c'est C'est, incroyable. c'est, on est encore sur, tu sais, un truc peut-être qu'on a un peu perdu au Mans. Mais les spectateurs, ils vont avoir, tiens, c'est la Grello qui est en tête, tiens, c'est la Haribo, tiens, c'est la Verspiegel, je sais pas quoi, là, il y a un journal qui Fricadeli. sponsorise tout. Ouais, la Fricadeli. En fait, il y a le nom des équipes, mais il y a aussi les couleurs et les sponsors. C'est-à-dire que, tiens, cette année, Fricadeli, bon, elle va être blanche et rouge en général, hein, avec du coup des boulettes de viande dessus. Mais tu sais, il y a vraiment ce côté livré associé à, je sais pas si tu vois, un peu comme à Spa, où on se disait, C'est vrai. tiens, il y a la Bastos qui est en tête, ou il y a la Warsteiner, tu vois, bon, bref. Et du coup, il y Ouais, a ça. pour moi, c'était la Vitaphone. Ouais, Ouais, voilà, bien sûr. exactement. Au Mans, c'est un peu moins le cas. On va plus parler, tiens, il y a United contre WRT, on va moins parler du sponsor C'est vrai, majeur. c'est vrai. Et donc, il y a ça, ce qui fait que les spectateurs, ils ont leur petit point de repère. Ils savent qu'il y a la 911 jaune et verte, qu'il y a la Fricadeli. Alors, un coup, ils sont en Ferrari, parce qu'ils ont gagné avec Ferrari en 2023, Oui, Fricadeli. c'est vrai. Un coup, ils sont avec D'ailleurs, c'est Porsche. eux qui ont le record Bon. de distance. Toujours, hein. Ouais, c'est vrai. Mais, et donc voilà, et en fait, les gens sont pas forcément connaisseurs des. Enfin, moi, c'est mon point de vue et de l'expérience que j'en ai eu. Ils vont pas être ultra pointards sur les voitures, sur leurs specs, etc., etc. Par contre, ils viennent là, ils kiffent, et souvent, le dimanche matin, ils plient les Gaules, et à l'arrivée, t'as plus grand monde. En fait, c'est vraiment Ah une ouais. course de. C'est une fête. Tu te mets une caisse le samedi, tu profites du passage des voitures, t'es dans un lieu qui est incroyable. Et le dimanche, bah, vas-y, on rentre, on regardera l'arrivée à la maison, parce que lundi, il faut aller au boulot, quoi. Enfin, c'est très différent du Mans, où je Ouais. trouve que le Mans, la fête, elle dure. En plus, ça dure une semaine, mais t'as quand même cette communion au moment de l'arrivée, un espèce de moment de libération où les gens ont envie d'aller sur la piste, voir les vainqueurs, etc. Au 24 du Nürburgring, t'as pas trop ça. Au 24 heures de Spa, je t'avoue que je les ai fait aussi 3-4 fois, mais j'ai moins, j'étais plus en mode journaliste où j'ai moins ouvert les yeux. Je sais pas s'il y a ça, s'il y a ce côté très populaire à l'arrivée. Mais en tout cas, le Nürburgring, c'est, sauf si ça a changé depuis 10 ans, mais franchement, l'arrivée, c'est pas un moment incroyable, quoi. Non, non, je suis d'accord. Surtout que généralement, il pleut, il n'y a pas de bonnes conditions. Là, c'est la première fois depuis 2001 que toute la semaine s'est déroulée sans goutte de pluie, quoi. Ah ouais, c'est ouf. T'imagines? Et sans interruption pendant 8 heures, tu sais, Oui, alors, il n'y a pas eu d'interruption pendant 8 heures. Il y a quand même eu 2h15 d'interruption au drapeau rouge pour un souci électrique dans les stands. Oui, j'ai Ça, vu c'est pas ça. mal. Ouais. Ah bah c'est le Nürburgring, hein, c'est un autre délire. Alors, cela dit, ça arrive en Formule 1 aussi. Donc, je ne dis rien, mais c'est vrai que pendant les essais privés, je crois, enfin, les essais d'avant-saison à Bahreïn, il y avait eu une coupure de courant et il n'y avait plus de data. Donc, en fait, bah, si tu es obligé de faire drapeau rouge parce que Ouais. si tu n'as plus les chronos, si tu n'as plus les boucles de sécurité, si tu n'as plus d'électricité, tu peux plus continuer ta course en fait. Donc c'est vrai que c'est assez original comme raison de drapeau rouge, mais il y en a bien eu un en tout cas. Et je crois qu'il y a eu, c'est la 10e fois de l'histoire qu'il y a un drapeau rouge depuis 1970 donc. Ouais, bah oui. Ouais, il y avait eu ça à Spa aussi, pour l'anecdote, à Spa-Francorchamps, les 1000 km 2010. Je te sors des références un peu. Ah pas mal. Ouais, il y avait eu un truc électrique qui avait pété, et du coup, on n'avait plus de jus au circuit. Ils avaient arrêté les voitures dans la ligne droite parce qu'elles ont une mémoire tampon avec les batteries embarquées, etc. Enfin, pas électronique, mais les données, les datas peuvent être stockées de manière, je sais plus, genre peut-être 15 ou 20 minutes. T'as une espèce Ouais. voilà. Si jamais le lien est perdu, la voiture continue d'inscrire ses données et après elle les repartage. Mais sauf que bah là, on arrivait au bout, donc ils avaient mis la course en drapeau rouge, comme on l'a vécu sous l'ère du WEC, mais là on était à l'époque en Le Mans Series. Mais pas parce qu'il y avait eu un accident, mais juste parce qu'ils pouvaient plus savoir qui est où, quoi. Ah, pas Ça mal. arrive, Bah ouais. voilà. Bah du coup, c'était un peu cette raison-là. Donc bon, pour les 24 heures d'une heure, bah alors outre cet incident, mais qui a fait évidemment les gros titres parce que ça se jouait pour la victoire, Mm. bah, la Porsche Grello a donc perdu cette victoire. Ça aurait été quand même une première depuis 2008, je crois, qu'une voiture qui part de la pole, parce que Kevin Estre a quand même encore une fois signé la pole position, se serait imposée aux 24 heures d'une heure. Bon, bah faudra attendre Mm. encore quelques temps. Ils n'ont pas été vraiment chanceux, les pilotes qui ont partagé l'équipage de la Porsche qui était au Mans.
aux 24 heures, parce que Lorenz Vanthoor s'est craché très lourdement impressionnant. avant même le départ. Ouais. Donc il va bien, mais malheureusement sa voiture, elle, n'allait pas bien. Donc Lorenz Vanthoor out, Kevin Estre manque la victoire, et Matt Campbell n'était pas là. Donc de toute façon, au moins, ça et Julian Andlauer aussi, un autre pilote Porsche qui a quand même eu aussi pas une édition facile, quoi. Il percute une voiture qui est à l'arrêt au niveau du premier virage. Là, vous savez, quand on fait les 24 du Nürburgring, on n'emprunte pas tout le stadium. Là, au début, on fait droite et gauche tout de suite. Et là, il y avait une voiture et il se pointe. Kevin Estre l'a évité de justesse. De peu. Et lui, il n'a pas pu faire grand-chose. Enfin, ouais, c'est... Voilà. Ouais, un peu frustrant, hein, j'allais dire. Il y avait 11 Français engagés, alors pas tous très connus, hein, parce qu'il y en a certains qui étaient dans des petites catégories, mais enfin ceux qu'on connaît. Tu as parlé de Julian Andlauer, on a parlé de Kevin Estre, il y avait Patrick Pilet également qui était là, Nat Berton aussi, en catégorie TCR, Giuliano Alesi qui roulait avec des camarades japonais, puisque on sait qu'il roule en Super GT, et aussi donc avec parfois des équipes qui viennent en Europe, mais équipes japonaises donc. Thomas Neubauer qui était là aussi, et puis on avait Steven Palette, voilà, qui faisait partie de quelques-uns de ces 11 Français. Je vais pas te citer Jérôme Larby, je te le cite, mais bon, on le connaît moins. Joël Le Bihan, qui était là. Fabrice Reicher, lui, on le connaît un petit peu plus. Il a l'habitude de rouler dans des catégories, justement, dans cette épreuve des 24 heures du Nord. Et puis Joshua Bednarski, qui roule sous licence française. Je ne sais pas s'il est vraiment français ou pas, mais voilà, en tout cas, je sais qu'on a l'habitude de le citer quand on commente, en tout cas, l'épreuve. J'ai pas eu l'occasion de commenter ces 24 heures du Nürburgring, ce week-end, mais en tout cas, j'ai suivi donc notamment cette belle bataille entre la BMW du Rover Racing, la Porsche Grello, et puis donc la Lamborghini, tu le disais, Lamborghini qui, lors des essais, on parlait de drapeau rouge. Bon, avec Mirko Bortolotti, c'était un peu chaud, hein. A priori, il a été quand même bien averti, parce qu'un pilote pro qui ne respecte pas les drapeaux rouges, ou en tout cas une vitesse limite, il n'a pas levé le pied, c'est quand même ça. Mauvais genre. Ouais, il y a les drapeaux rouges qui sont affichés en mode... Enfin voilà, les lumières, les LED Mais au bord de la piste, et pendant 8 postes commissaires, il passe pied plancher, quoi. Et il double un de ses concurrents aussi. Ouais, non, franchement, alors que t'as un drapeau rouge, c'est pas le comportement adopté. Après, oui, il n'y a pas eu de... C'était pas la zone où il y avait un problème, etc. Non. Bref, voilà. Mais oui, très bizarre. Enfin, peut-être qu'il était dans le truc, il était complètement déconnecté de ce qui se passe autour de lui. Ça peut prouver aussi qu'au Nürburgring, il faut tellement être concentré sur la piste pour rester justement dans son truc que tu vois pas forcément. Peut-être qu'il a imaginé que c'était des drapeaux jaunes, j'en sais rien. Je sais pas. Il a pas ralenti suffisamment en tout cas pour être sous drapeau rouge. Bon, bref, c'était une petite anecdote, mais voilà, en tout cas, toujours être vigilant au Nürburgring, et on ne sait pas comment ça va évoluer, mais voilà, en tout cas, nous, notre idée, c'est peut-être plutôt d'aller vers une montée en puissance et en progression avec des GT3, des GT4 et des voitures qui sont ou des 992, tu vois, des cups aussi. Mais il y en a aussi, hein, mais ouais. Bon, alors du coup, victoire BM, c'est vrai qu'on l'a pas trop insisté, mais victoire BM, la 21e, donc 20 de plus qu'aux 24 heures du Mans. Exactement. 21e victoire pour BM, et surtout sur tapis vert, j'allais dire, puisque Kevin Estre en fait passe la ligne d'arrivée. Il a terminé la course comme aux 24 heures du Mans, il passe la ligne en vainqueur, et tout de suite, l'appel qui a été passé par l'équipe donc du Monte Racing n'a pas été écouté, entendu, ce que tu veux, et pas accepté surtout. Et donc du coup, les 100 secondes ont été tout de suite appliquées, et c'est la victoire pour BM, la deuxième victoire pour le Rover Racing après 2020 où c'était une BM M6 GT3. Et là, ce qu'il faut dire quand même, c'est que cette 98, c'était la seule M4 engagée, et elle réussit à gagner. Donc bravo à eux, j'allais dire. Voilà, c'est plutôt pas mal, et avec un équipage qui est assez intéressant aussi, parce que on a Raffaele Marcello, qui a fait d'ailleurs un sacré saut au moment pour éviter la Aston Martin sur le vibreur. Là, je me suis dit, il va avoir des petites douleurs au dos, j'imagine. C'était assez impressionnant. Si vous n'avez pas vu l'image, je vous conseille d'aller voir l'image. Vous tapez Nürburgring, Estre, Crash, Aston. Je pense que ça doit sortir. Ça va sortir, oui. Il y avait Jesse Krohn également, qui était là. Kelvin Van der Linde. C'est pas Tracy Krohn, c'est Jesse Krohn. Non, Jesse, il va plus vite et il est plus solide. Ouais. Kelvin Van der Linde qui était aux 24 heures du Mans, tout simplement, et qui cette fois-ci a terminé et a été victorieux. Et Augusto Farfus
qui s'impose donc pour la deuxième fois, si je ne dis pas de bêtises, sur cette épreuve. Donc Augusto Farfus, qui d'ailleurs sera l'un des mercenaires qui, après les 24 heures du Mans et les 24 heures du Nürburgring, vont se retrouver dès ce week-end aux 24 heures de Spa. Il faut être costaud quand même. Farfus qui fait partie des rares pilotes non allemands à avoir gagné plusieurs fois la course, parce que ça reste quand même une affaire. C'est une affaire d'Allemands, les 24 heures du Nürburgring, mis à part Pedro Lamy qui fait partie des records. C'est ce que j'allais dire. Pedro Lamy, vraiment, lui, il est installé au palmarès avec Marcel Timan et Thibaut Bernard. On a Marc Duhay également, quand même, qui a 4 victoires à son actif, tout comme Romain Dumas. Et c'est vrai que sinon, c'est souvent des pilotes allemands qui se sont illustrés. Kelvin Van der Linde, du coup, qu'on a 3. Et, c'est vrai. Et Farfus 2, et tu dois avoir du. Après, c'est des trucs un peu plus. Katzbur. On a Ravaglia aussi, Roberto Ravaglia, mais c'est dans les années 90. Et puis t'as du belge aussi. T'as du Vanthoor et Vervisch aussi. Ah bah oui, forcément, ça c'est. On n'est pas loin. Mais c'est vrai que c'est souvent allemand. Donc voilà, BMW qui gagne au nez et à la barbe, j'allais dire, de Porsche. On ne retrouve pas de Lamborghini sur le podium, mais on en retrouve une à la 4e position. Non, on retrouve une Ford à la 4e position. C'est pour ça que j'étais assez surpris. C'est quand même... c'est quand même quelque chose, quoi. Mais tu sais que ça fait partie des courses, par contre, vraiment que et Lamborghini et Aston Martin ont envie de gagner. En fait, puisque les 24 heures du Mans, c'est de l'endurance prototype, enfin hypercar. Oui, gagner en LM GT3, c'est bien, mais tu gagnes pas au général, donc t'as pas les retombées d'une victoire. Les 24 heures de Spa, Aston Martin les a gagnés il y a pas longtemps, et ça faisait partie de leurs objectifs. Et clairement, ils ont aussi en tête de gagner, de s'imposer aux 24 heures du Nürburgring, quoi. Ça fait partie des classiques où après, une fois que tu as une victoire, tu vois, Aston Martin par exemple, ils ont victoire aux 24 heures du Mans, ça ils en ont dans les années 50. Je repense à 59 notamment. Ils ont gagné 24 heures de Spa, donc c'était l'année dernière, c'est ça, 24. S'ils gagnent le Nürburgring, tu vois, après ils pourront dire qu'ils ont gagné les 3 classiques. Enfin, il y a ce côté un peu... c'est devenu une épreuve que les constructeurs ont envie de gagner, où ils font des efforts très particuliers pour le Nürburgring, parce que c'est vraiment un truc, comme tu dis, de mercenaires et de... Enfin, c'est rude, quoi, comme course, donc c'est où tu sors une bagnole sur laquelle tu mets tout, ou alors tu en engages 4, enfin, tu vois, mais à une époque, en tout cas, Aston avait fait beaucoup d'efforts pour essayer de gagner. Je me souviens de l'épopée avec Stéphane Muqueux, Pedro Lamy, notamment, qui était dessus, tu sais, c'était les Vantage, il y avait une V8, il y avait la V12, il y avait même ils avaient engagé une Zagato, c'était super beau, ça c'était 2012 ou 13. Ouais, ça c'était super. Après ils se sont calmés, et là je pense que ça va revenir progressivement. À mon avis, 26-27, il faut s'attendre à des équipages assez solides chez Aston, quoi, pour le Nürburgring. Mais de toute façon, moi ce qui me fait un petit peu réfléchir sur le débat qu'on s'est lancé tout à l'heure, c'est le fait que SRO a quand même voulu prendre un petit peu pas le contrôle, parce que ça reste germanique, les 24 heures du Nord, mais ça fait quand même partie de l'Intercontinental GT Challenge. Donc je me dis que peut-être que Stéphane Rattel a une idée derrière la tête aussi, un peu comme il l'a fait avec les 24 heures de Spa, pour moderniser un peu les 24 heures du Nord. Je pense que c'est une excellente chose. Il faut moderniser des trucs. Après, il faut conserver, comme on disait, ce qui fait un peu le sel de la course, c'est-à-dire les 4 voitures par box, ou 4 ou même 5 ou 6, je sais plus, mais moi j'ai déjà assisté à ça, c'est génial, où tu es dans le box. C'est un Tetris. Moi je me souviens d'être dans le box des Audi officiels à l'époque, Audi R8 officiel. Tu vois, t'es avec de l'équipage où t'as Marcel Fassler qui va rouler, et t'as le Dr Ulrich, ou t'as les officiels Audi qui signalent aux autres dans le box, nous en fait on va sortir. Donc devant t'as des mecs avec une Golf. C'était vraiment ça, il y avait une Golf 3, tu vois. Et donc les mecs, eux, ils poussent leur caisse, comme ils peuvent, quoi, tu vois. Ils la sortent du box, ils la remettent en marche arrière. Et en fait, il y a une espèce de roulement, tu vois. Je te fais le geste, mais les gens voient pas, mais j'aime bien. Vous imaginez le geste, quoi. Il y a 4 voitures dans le box. Les voitures officielles, notamment les Audi et toutes les GT3, elles peuvent être sur des skates. Donc tu les fais coulisser, quoi. Tu fais un mouvement latéral, tu la remets devant, tu la sors, et ainsi de suite, comme ça tourne. Et donc, c'était marrant, quoi. Enfin, tu voyais vraiment le mec d'Audi qui va taper dans le dos d'un gars qui s'occupe d'une Golf 3, genre, nous, on roule là, on va sortir. Ok. C'était un peu intimidant, quoi, tu vois.
Ah, mais c'est complètement intimidant, mais voilà, moi c'est quand Ça, même faut le quelque chose garder. que j'aime bien. Ouais, Voilà. ça faut Bon. le garder, ça fait partie effectivement du folklore et puis c'est bien de moins aussi se prendre la tête. Enfin, quand tu regardes les 24 heures du Mans maintenant, le Working Paddock c'est devenu la F1. Enfin, clairement, on est plus. Tu regardes les photos d'il y a 20 ans, t'avais encore des camions un peu crado et des voitures qui étaient posées comme ça. Ça s'est professionnalisé et ça s'est lissé un petit peu. Écoute, tant mieux parce que le spectacle qui est offert en piste est quand même génial. Ouais, je suis d'accord. Mais, mais, Et on mais a bon. aussi nos Iron Dames depuis longtemps, mais c'est carrément même plus que Iron Dames, c'est les Gitti Tire Motorsport, tu sais, avec le Girls Racing, parce que tu as à la fois un équipage 100% femmes, donc là on va les citer, hein, Carrie Schreiner, Janina Schall, Fabienne Volvend et Patricia Stalzan. Eh bien, il y a aussi une ingé femme, des mécanos femmes, c'est vraiment un bel Ok. équipage aussi, je voulais le citer, parce qu'il termine 66e cet équipage, mais voilà, c'est un peu aussi le pendant de nos Iron Dames dans les séries assez haut, quoi. Voilà. Ok. Ah bah tu vois, je l'avais pas, j'avais pas cette info-là. Il y a des femmes qui ont brillé au Nürburgring. Hein. Enfin, Ah bah la regrettée Sabine Schmitz, c'est sûr, ouais. où mais voilà, il y a eu des victoires et bah, c'est elle qui est la reine du Nürburgring. C'est vrai qu'à chaque fois j'aime bien rappeler qu'elle voilà, qu'elle nous a Claudia offert Urgien, de non, très très belles choses. t'as des. Oui, aussi. Est-ce que Hélène Laure a roulé? Je ne sais pas, mais Claudia Urgien, c'est sûr. Et ouais, Sabine Schmitz, ben oui, c'est vrai que on s'en souvient, 2 victoires quand même en 96-97, donc toujours bien de lui rendre hommage à Sabine. Voilà, je Ouais, trouvais que c'était sympa. j'essaye de retrouver. Je sais pas si y a la liste de tous les engagés. Attends, si. Ah, Je cherche une petite info. ah oui, vas-y, cherche. C'était au 24 Cherche heures donc. du Nürburgring 2013, peut-être. Oula, le peut-être, ça m'inquiète. Ouais, bon, c'est peut-être 2000. Attends, 12, 13, 15. Non, je cherche dans ma mémoire. Peut-être 15. Enfin, je sais plus. Écoute. Quand j'ai été faire un tour par là-bas, en tout cas, il y avait un équipage Tommy Milner. Euh, il Ah ouais, partageait la caisse avec Yann Magnussen, tu vois, un truc comme ça, sur une Corvette. ouais, ouais. Et avant, je crois qu'il avait fait sur une BM, et donc il était avec, bah, je crois que c'est Claudia Urgen. Non, je suis pas sûr. Ah, bref, je crois, ou alors Sabine Schmidt, une des deux, je sais plus laquelle, mais en tout cas qui enchaînait, tu sais, sur deux voitures, quoi. Ça aussi, il faut le garder, mais elle était engagée sur deux voitures différentes, quoi. Ah oui, mais ça, ils le font encore souvent. D'ailleurs, Ça, Patrick j'adore. Pilet, je crois, était engagé sur la Porsche Grello et sur une autre Porsche. Voilà, Ouais, ça fait voilà. partie, Ça, c'est top, ça fait quoi. Et partie du donc, jeu. en gros, je crois que Tommy Miner, c'était sa première participation au 24 du Nürburgring, et il découvrait le truc, et il sortait de ses relais, genre, éclaté, tu vois, physiquement. Et il me dit, Bah mais oui. elle enchaîne, quoi. Elle passe d'une voiture à l'autre, enfin, enfin, comment c'est possible, quoi. Il était vraiment impressionné par le rythme et par le fait que, enfin, physiquement, en tout cas, beaucoup de pilotes m'ont dit que c'était une des trois courses de 24 heures qui était la plus fatigante, les 24 du Bah, Nürburgring. c'est fatigant parce que je pense que même mentalement, c'est ultra difficile, justement, de par ce trafic, de par le fait qu'il faut rester vraiment concentré, aller chercher Ouais. quand même les dixièmes. C'est voilà, t'es pas sur une piste où tu peux vraiment te reposer, quoi. Donc il y a que Et, dans Dottinger cette ouais, c'est ça. grande ligne droite avant d'arriver bah, sur la ligne droite des stands. Mais sinon, ouais. Et encore, tu te reposes, oui et non, hein. Non, et puis il y a eu quelques tentatives par le passé d'équipage à 3. Je repense chez Marc VDS par exemple à une époque où ils avaient essayé de faire ça avec du Mais ils l'ont fait. Maxime Martin, Paltala, tu vois, etc. Et où ils s'en plaignaient quand même à la fin. D'être 3, c'est chaud quoi. Bah, je suis d'accord, mais enfin, le Monte Racing, t'as Kevin Estre, Ryan Guven et Thomas Preining, hein, Ouais. qui auraient pu gagner à 3 finalement. Donc, moi, je dis bravo. Voilà. Et en plus, Kevin, il venait des 24 heures du Mans. Donc, si tu veux, à un moment donné, Ouais, ça doit pas physiquement être. ça va. Ouais. Ouais, il est bien, Kevin, physiquement. En tout cas, on va peut-être parler, tiens d'ailleurs, de ces mercenaires qui font 3 courses de 24 heures en 3 semaines. C'est complètement dingue. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais ils sont comme ça. On va parler, tu l'as cité tout à l'heure, de Maxime Martin, qui roulait donc eh bien, aux 24 heures du Mans, et qui a roulé donc pareil ici au NURB. Franchement, c'est assez incroyable. Maxime Martin qui termine quand même. Ah non, mince, qui ne termine pas. Avec la Mercedes de chez Getspeed qu'il partageait avec Maro Engel, Fabian Schiller et Lucas Stolz. Ouais, Dommage. les pilotes qui enchaînent les 3, franchement, c'est. Eh bien, ils sont 5. Donc Maxime Martin, Lucas Stolz, qui lui était au Mans avec la 61
et qui a donc enchaîné avec les 24 heures du NURB. Augusto Farfus, il les a gagnés, les 24 heures du NURB, donc ça c'est pas mal, avec Kelvin van der Linde. Et puis on a également Mattia Drudi. Donc moi j'en ai identifié 5 qui font vraiment le triplé. Ça me paraît complètement dingue, mais bon, ça fonctionne puisque, tu vois, Augusto Farfus, il a réussi à gagner les 24 heures du NURB. Marcello, tu l'as cité Marcello? Ah non, Marcello fait les 24 heures de Spa? Je pense chez Rowe, non? Il doit avoir aussi la 98 chez Rowe, il n'y a pas de raison qu'il le fasse pas. Ah oui, t'as peut-être raison, ah ouais, tout à fait. Donc ça ferait Drudi, Farfus, Marcello, Martin, Van der Linde, Lucas Stolz. Bah mince, tu m'en ajoutes alors là. Moi je l'avais pas calculé, Raffaele Marcello, mais oui c'est vrai. Avec Jesse Krohn, il sera au volant de la BMW numéro 98 toujours. Et Ouais, donc en fait ils sont peut-être plus. J'en ai identifié que 5, il y en a peut-être un petit peu plus. Est-ce que Loïc Hartog était aux 24 heures du NURB? C'est possible. Oui. Ah bah voilà, donc lui aussi. Sur la 64, sur la dynamique, oui, je crois. Bon, en fait, j'avais lu une info qui disait qu'ils étaient plus de 10. Et je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Ils sont pas plus de 10. Et bah peut-être qu'ils étaient finalement 11 en fait, ces pilotes à faire les 3 courses de 24 heures. Bon, en tout cas, ça reste fou d'avoir les 3. De faire les 3, ça veut dire que tu as quand même c'est des pilotes officiels, la plupart. Mais ça veut dire que tu as quand même la confiance de ton employeur qui est là. Je trouve ça fou, quoi. De pouvoir, surtout par exemple, je pense à Maxime Martin ou Marcello, qui est quand même, Marcello surtout, qui est dans la top catégorie à chaque fois. C'est-à-dire qu'il est sur la caisse qui peut gagner. Enfin, c'est le seul qui a fait Le Mans en hypercar, tu vois. Capable de gagner Le Mans. Ça, c'est pas fait, hein, mais capable de gagner Le Mans et capable de gagner les 2 autres aussi, quoi. Ah, t'as raison. Ouais. C'est vrai que ça, c'est quand même. Les autres étaient en GT3, Maxime Martin, Lucas Stolz, Van der Linde. Bah oui, il était avec Rossi. Farfus, c'est pareil, il était sur l'autre BM, tu vois. Mattia Drudi, évidemment, pareil, il était sur l'Aston Martin. Il fait les 3 d'ailleurs. Lui, il enchaîne. Il y a plein de pilotes qui enchaînent avec la même marque aussi. Enfin, globalement, je pense qu'ils font tous sur la même marque. Il n'y a pas de saut. Parce qu'il y a des années où il y avait un peu des. Quand il n'y avait pas les GT3 au Mans et que tu avais des GTE, du coup, parfois, tu avais des sauts de constructeurs, quoi. Ah, c'est ça qui était beau. Ouais, j'aimais bien. Bah oui, carrément. Enchaîner les épreuves et en plus, pas dans la même machine, ça, c'est pas mal. Non, mais en tout cas, voilà, je voulais les citer, ça nous fait notre transition, parce qu'on parle de 24 heures voilà, dans notre épisode aujourd'hui. Je vais quand même continuer de faire une petite transition avant vraiment de présenter les 24 heures de Spa qui vont avoir lieu donc ce week-end, en parlant de Max Verstappen, parce que évidemment tout le monde a entendu qu'il avait fait un essai sur la Nordschleife justement, avec une Ferrari 296 GT3, c'était en mai dernier, sous le pseudo de Franz Hermann, et là, il a remis le couvert, c'était quoi, il y a environ 5-6 jours, où il a roulé avec une Aston Martin Vantage cette fois-ci. Exactement. Il s'en cache pas de toute façon, hein. Il a dit qu'il avait comme objectif de participer aux 24 heures du Nürburgring un jour. Je pense que les 24 heures de Spa-Francorchamps doivent aussi faire partie de son planning futur. Il a déjà sachant qu'il est belge aussi, enfin sa maman est belge. Ouais. Et puis, il connaît très bien, il a déjà gagné, je crois, les 24 heures de Spa virtuel. Puis bon, il a un attachement, je pense, avec Spa. C'est un grand prix quand même historique en F1, c'est une destination de choix. La Nordschleife, je pense que c'est plus pour le côté prouveur, quoi, tu vois. Montrer qu'il peut aussi performer sur ce genre de tracé qui est reconnu comme étant dingue, quoi. D'ailleurs, on n'a pas vraiment eu le fin mot de l'histoire, mais a priori, il a quand même établi le record de la piste du Nürburgring avec cette Ferrari qui, a priori, était avec la même configuration que ses petits camarades, quoi. Ouais, bon, après, les records, tu sais, les records oui. Off-record comme ça, enfin, genre, oui, j'ai pas trop creusé si vraiment il y a le chrono, etc. Moi non plus. De toute façon, on peut pas savoir parce que ça dépend des conditions de piste, ça dépend du niveau d'essence, ça dépend de plein de choses. Donc voilà, après, c'est beau ce qu'il fait. Et je pense qu'il a un niveau de pilotage et un niveau de talent qui lui permettra de faire la transition s'il a envie d'aller en endurance. Et je pense que c'est le cas.
avec son équipe, il y a même moyen qu'il gagne les 24 heures du Mans. C'est quand même dommage parce que, tu sais, j'en parlais déjà dans des épisodes précédents l'année dernière dans l'Endurance Club. C'est quand même dommage qu'il ne veuille pas faire les 500 miles d'Indianapolis parce que ça serait quand même beau de faire voilà, la triple couronne, voire même la quadruple en étant vainqueur de Monaco, vainqueur du championnat de Formule 1, du championnat du monde, et puis donc peut-être gagner les 24 heures du Mans bientôt, quoi. Après les 500 miles d'Indianapolis, Ah bah oui, eh oui, mais bon, moi, Fernando Alonso a pardon, bien tenté. je pense que je vais me faire des ennemis, mais pour moi les 500 miles d'Indianapolis, c'est vraiment, enfin cette triple couronne, c'est un truc vraiment trop à part, trop perché les 500 miles quoi. C'est pas c'est pas une course comparable aux autres et ça fait partie d'un champion. Enfin, je sais pas comment te dire, mais je trouve que ça a plus de sens aujourd'hui. Voilà, Cette oui, triple eh ben couronne oui, n'a plus de sens aujourd'hui parce qu'en fait, il faut que tu t'engages dans les championnats pour pouvoir participer à ces courses. bien sûr. Même Le Mans, tu vois, en fait, Le Mans, tu peux pas te pointer et gagner. Ça se faisait. La dernière fois où vraiment j'ai le souvenir que ça se soit fait, bah, c'est genre Hülkenberg, quoi. Il s'est pointé, il a fait Spa, Le Mans et il gagne. Même Alonso s'est tapé 2 saisons de WEC. Enfin, tu vois, Ouais, c'est vrai. tu peux pas faire juste un one-shot et les 500. En fait, si les 500 miles étaient comme ça, Le Mans aussi, et même le Grand Prix de Monaco, où tu pouvais engager des Formule 1 d'un week-end à l'autre différentes et qu'on n'avait pas un calendrier comme ça, enfin une liste des engagés, pardon, connue sur l'année, ça aurait du sens. Mais la triple couronne aujourd'hui, pour moi, elle a plus trop de sens parce qu'elle est difficile à réaliser, quoi. Très difficile. Ouais, je suis d'accord. J'aime bien le plus la couronne d'endurance, tu vois, comme a fait Nick Tandy, par exemple. Ça, j'adore. Bien sûr, bah oui, là, gagner les courses d'endurance qui comptent, évidemment, ça c'est possible. Mais surtout qu'à l'époque, si tu veux, les 500 miles d'Indianapolis, c'était dans le cadre du championnat de Formule 1. Enfin, Exactement. je veux dire, c'était avec les mêmes voitures. Donc, forcément, que Graham Hill a pu y arriver parce que, comme tu dis, il était dans ce championnat. Tu peux t'engager à la course aux 500 miles. Le problème, c'est que tu connais pas vraiment les Oui, je spécificités sais, ouais. du championnat, de la voiture, de tout ça. Donc, c'est vrai que c'est plus compliqué. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que ça a moins de sens. Et par contre, le fait de faire bonne impression dans ta catégorie et en endurance, bah oui, c'est vrai que ça peut être quelque chose de recherché, justement. En tout cas, pour revenir au cas Max Verstappen, je pense que quand il va débarquer en GT3, il va faire un malheur parce que bon, je suis pas en train de dire, parce qu'on m'a sauté à la gorge sur Twitter, mais je suis pas en train de dire qu'il va être le meilleur et qu'il va enterrer la catégorie. Je dis juste que, alors, moi je suis pas fan du personnage, mais par contre il faut reconnaître qu'il a un coup de volant quand même assez sympa. Mais oui, Et je pense que quand il va débarquer, il va tout de suite être au top niveau et faire partie vraiment du haut du panier en GT3. Il va apporter quelque chose. Il va apporter son côté avec lequel moi j'ai du mal, mais très nerveux, très rugueux en piste, mais qui en vrai va donner du spectacle dingue en GT3. Donc moi j'ai hâte qu'il fasse la transi. Je suis pas, oui, je enfin me suis attends. jamais caché, hein, je suis pas un grand fan de Formule 1. Je regarde mes petits résumés de Grand Prix et voilà, je fais mes devoirs comme on dit. Ouais. Mais par contre j'ai hâte de le voir arriver en GT parce que je pense qu'il a quelque chose à apporter. Ouais, non, mais je comprends. Attends, cela dit, les pilotes rugueux en endurance, t'en as déjà, hein. Donc, à un moment donné, Max Verstappen, il va pas détonner complètement dans le paysage. Moi, je trouve que c'est beau ce qu'il est en train de faire. Ça dépendra aussi de l'équipage qu'il aura, parce que mine de rien, c'est de l'endurance. Et que t'as beau mettre 3 cadors, c'est pas sûr que ça fonctionne jusqu'au bout, Bien parce sûr. que c'est un peu comme en football, hein, quand t'as un club de foot où tu mets tous les meilleurs, et s'ils s'entendent pas, t'as beau avoir tous les meilleurs, ça marche pas. Donc, faudra attendre de voir, mais je sais que Max Verstappen, quand il a essayé la Cura, par exemple, qui roule en IMSA, ça a très très bien fonctionné. Là, il pourrait peut-être même faire une manche sur le Nürburgring en NLS. Ça serait a priori en octobre, entre le Grand Prix de Singapour et d'Austin. J'aime bien le gars, il peut faire un petit retour, paf, avant d'aller à Austin, pour se Nickel. qualifier pour les 24 heures du Nürb et passer son permis, tout simplement. Mais moi, moi j'adore qu'il fasse ça parce que il veut s'inscrire dans l'histoire du sport et il a compris que la Formule 1, il a déjà fait le tour de la question et il a plus grand chose à prouver en F1. Après, il peut aller partir à la conquête des records. Et, tu vois, les records de précocité ou les statistiques du nombre de victoires, le ratio nombre de victoires par rapport au nombre de courses, etc. En fait, tu peux y aller. Hein. Si tu es motivé, tu vas chercher les records et c'est cool. Ou alors, tu te dis, qu'est-ce que je peux faire pour vraiment marquer l'histoire, entre guillemets, l'histoire du sport auto. Hein. Bah voilà, Ouais. faire les 24 du Nürburgring et les gagner, par exemple, ça serait ouf. Et puis s'engager au Mans. Et puis Il n'y est surtout pas faire encore, cette hein. transition. Non, on n'y est pas, mais par contre, j'ai l'impression qu'il est assez jeune et déjà mature pour comprendre qu'il y a peut-être des digues à faire sauter et qu'il peut rester en F1, vu ses performances, ses titres accumulés, etc. Je pense que Oui, ce si qu'il a jamais envie. il se sépare avec Red Bull,
il a un volant à peu près là où il veut en F1. Je pense que Oui. Max Verstappen, il peut rester 10 ans en F1, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il a compris que c'est peut-être pas ce qu'il a envie et qu'il a peut-être autre chose à faire ailleurs. Et ça serait. Moi, je trouve ça très très bien d'avoir cette conscience-là déjà. Ça prouve qu'il est passionné et qu'il est attiré par la course auto plus que par juste la fame et la Formule 1 uniquement, quoi. Ah ben ça c'est sûr. D'ailleurs, il n'était pas à la sortie, à la présentation du film de Formule 1 avec Brad Pitt et toute l'équipe là, du Ouais. studio hollywoodien. Lui, il était justement à Spa pour faire une séance de roulage avec son Aston Martin de l'équipe Verstappen.com Racing. Donc tu vois, ça prouve bien qu'il n'est pas dans les paillettes. Et d'ailleurs, eh bien, cette équipe va faire ses débuts aux 24 heures de Spa avec Harry King, Chris Lelam et Thierry Vermeulen. Donc on les retrouvera parmi les 75 GT3 engagés dans cette 77e édition des 24 heures de Spa. Je crois qu'on est au record. Parce que l'édition du siècle, c'était pour moi 2019, là où on avait 72 voitures sur Mm. la grille. Et finalement, eh bien là, on se retrouve avec 75. Il devait bien y en avoir 76, mais il y a eu une Corvette Z06 GT3 du Stellar Motorsport qui a déclaré forfait. Donc on se retrouve avec 75 voitures sur un tracé de 7 km à peu près. Là, il va falloir sortir déjà les coudes et puis regarder dans ses rétros, non, pour les 24 heures de Spa. Ouais, ça va être. Alors j'ai vu que c'était 26 Motorsport qui s'occupait de l'engagement de la caisse de Verstappen. Ah, J'avais pas identifié ça, mais ouais, c'est eux qui s'occupent de l'exploitation de la voiture. Après, ouais, sur la course en elle-même, bah, les 24 heures de Spa, l'avantage c'est que, comme je disais tout à l'heure, ils ont tous le même matériel. Donc en fait, oui, il faut regarder les rétros parce que tu es potentiellement toujours dans une situation de bataille. C'est-à-dire que tu oui, peux être. Enfin, le paquet est beaucoup plus resserré que quand tu as du multicatégorie. Mais du coup, vu que tout le monde a le même matériel, il y a aussi quand même un peu plus de. Quand tu vois revenir quelqu'un, il va pas être en train de te doubler dans 3 virages, normalement. Tu vois. Donc en fait, non, non, ça a des avantages, des inconvénients que ça soit tout le monde avec le même matériel. C'est que c'est hyper dur pour les leaders de dépasser. Puisque t'as pas ce côté, quand t'as une hypercar et que tu veux dépasser une P2 ou une GT3, t'as quand même forcément un endroit où tu vas piquer au freinage ou dans certaines portions bien sûr. rapides, t'as un avantage technique. Là, il y a moins. Le seul avantage, c'est le pilotage. Mais ça donne souvent des contacts. Enfin, c'est sympa à suivre les 24 heures de Spa. C'est une des Ouais, c'est plus vrai. belles courses, je trouve, à suivre depuis le bord de piste. Vraiment. Depuis le bord de piste et puis depuis son canapé et sa télévision aussi, Aussi, hein, aussi. parce que ouais, il se passe beaucoup de choses. Alors je sais pas s'il y aura de la météo un peu changeante, on peut se l'imaginer en tout cas, mais c'est vrai que depuis 2011 où l'épreuve est devenue vraiment une manche de GT3 à part entière, on a toujours beaucoup de spectacles. Par contre, on a toujours voiture pro qui s'impose. Et là, on en aura 21 engagées en pro. Ça paraît logique, mais bon, on ne sait jamais. On voit bien qu'en endurance, en European Le Mans Series notamment, en LMP2 Pro-Am, ça peut jouer la victoire. Est-ce que tu penses que cette année, pourquoi pas, il y a un équipage Pro-Am qui pourrait peut-être sortir son épingle du jeu ou on va rester encore une fois sur les équipages pro? Écoute, la liste des engagés qui est par ordre numérique et qui n'est pas par catégorie ne Ah oui, m'aide pas à faire mon choix. c'est vrai. Donc si vous pouviez chez SRO, plutôt que de nous reprendre quand on n'écrit pas Europe Powered by AWS machin, mais plutôt essayer de nous faire des listes avec le bon ordre, ça serait cool. Ça pas Si je mal. regarde en pro-am, ouais, qu'est-ce qui... il y a toujours, bah, il y a toujours le ham qui... Tu vas me dire, bah Bah oui, c'est oui, normal, c'est non un mais c'est équipage vrai. pro-am. Non, mais il y a toujours le ham qui... Un Qu'est-ce que... Georges Kurtz, par exemple, sur la CrowdStrike by SPS, pourrait peut-être poser problème. C'est pas Colin Brown ou Nicky Katzburg qui va être en difficulté, quoi, en gros. Ouais, c'est ça, exactement, celle-ci. Ouais, celle-ci, je l'ai identifiée clairement. Ouais, Nicky Katzberg, Colin Brown, Ian James, ça va. Et George Kurtz, oui, bah. Mais après, ça dépend du temps de roulage. Aux 24 heures de Spa, Tu vu sais que qu'ils c'est peut-être sont. plutôt. Attends, mais je me corrige. C'est peut-être plutôt une Silver, en fait, qui pourrait tirer son épingle du jeu. Parce que les Silver, on sait que ce sont des jeunes pilotes et qui ont envie de montrer de belles choses. À moins Ouais. que ce soit la Gold. Ah, je me souviens plus les catégories maintenant entre Silver et Gold. Je sais plus quels sont les jeunes. Mais enfin bon, en tout cas, la catégorie des jeunes, ça pourrait peut-être être ça, la surprise, non? Euh, ouais, en programme, je vois qu'il y a un bel équipage là. Ah, AF Corset 71 avec attention. Miguel Molina. Ok. Ah oui, bon ça, ok. Stéphane Lemeret. Ok. Et après, Ouais, je vous bien. mets Mathias Pérez Companz et Luis Pérez Companz. Ah, ben voilà, ça peut faire Ah, tonneau, hein, ça, ça à va être l'issue bien de. ça. Ah oui. Oh, ben, il y a l'équipage aussi Blake McDonald, Custodio Toledo, avec Matt Hmm. Bell et Ricardo Agostini. Là,
Ah bah chez AF Corset, on sait prendre des risques. Hein. Non, en vrai, par contre, je vois, si tu me demandes un prono, Ouais. euh, dans la catégorie pro, tu vois, on parlait de Lamborghini tout à l'heure et de Mirko Bortolotti, un Bortolotti, Pepper et Luca Heinzler, why not? J'adorerais que Lamborghini gagne les 24 heures de Spa. Ah bah tu m'étonnes. C'est clair que ça pourrait être vraiment pas un coup de tonnerre, c'est pas tout à fait ça, mais en tout cas, ça serait intéressant de voir cette marque gagner parce qu'elle a jamais gagné, au contraire d'Alfa Romeo, de Ferrari et de Maserati. Ouais, exactement. Je me disais, qu'est-ce qu'il enchaîne comme victoire. J'étais resté sur les 24 du Nürburgring où tout à l'heure je voulais qu'on parle d'Opel, mais on n'a pas non. le temps. Mais, Oui. Alors, Opel n'a jamais gagné aux 24 heures de Spa. Ça non, aurait pu. 24 heures de Spa. Mais l'histoire des 24 heures de Spa, franchement, elle est dingue. Hein. Enfin, moi, j'adore cette course parce que ils ont. Enfin, on peut se faire un petit aparté, 3 minutes, mais en gros, pour que vous compreniez pourquoi c'est du GT3 aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, les 24 heures de Spa, c'est une course centenaire aussi. Hein. Ils ont fêté leur centenaire l'année dernière, donc en décalé avec Le Mans. 1924. Ouais, en décalé avec Le Mans. Et il y a eu longtemps cet esprit de. Il y a les 24 heures du Mans, il y a les 24 heures de Spa-Francorchamps. Sauf qu'ils ont compris à Spa-Francorchamps, dans les années. Après la guerre, ça a mis du temps à repartir. Et surtout, ils ont compris que ça servait à rien de lutter avec Le Mans parce que ça y est, en fait, Le Mans avait déjà pris cette aura de circuit qui est déjà un peu mythique, de laboratoire technologique. Enfin bref, ils ont compris que ça servait à rien de se comparer et d'essayer de faire une guéguerre entre Francorchamps et Le Mans et qu'ils avaient plutôt intérêt à faire autre chose. Et donc, ils ont pris le virage du tourisme et c'est à partir de là où les organisateurs se sont dit mais on peut peut-être se spécialiser, nous, devenir la plus grande course au monde de tourisme. Et donc, à partir de 64. Voilà. Et donc il y a eu ce choix qui a été fait. Et après, avec des itérations plus ou moins heureuses, hein, c'est-à-dire que je crois que la première édition avec des tourismes, c'est Mercedes qui gagne. Et après, ça devient un chapelet de victoire BM. Enfin, il y a beaucoup de BM, il y a Ford, etc. Il y a eu BM, Porsche, Ford, c'est ça. Et, BM surtout. Ouais, je parle sous ton contrôle, hein, j'ai pas mes notes. Mais du coup, tu vois, t'as ça. Et après, évidemment, comme d'hab, c'est pas que ça dérive, mais on a eu des années où t'as des Peugeot 306 qui gagnent, où il y avait des trucs un peu chelous qui étaient engagés, on va pas se mentir. Attends, moi j'aime bien quand t'as Manu Collard qui gagne avec Fred Bouvy et Anthony Beltoise en 99. Attends, victoire de Peugeot, c'est beau ça. Ouais, ça gagne 99, 98, 19, 2000, t'as des BM, t'as des Peugeot, etc. Et puis après, t'as de la Viper, je crois, qui gagne. Mais oui, en fait, c'est la dernière victoire d'une voiture tourisme, c'est 2000 justement. Et après ça, t'as des Chrysler, t'as des Maserati MC12, des Ferrari 550 Maranello. Enfin, c'est magnifique. Là, je me souviens de cette. La MC12 a gagné 3 fois là-bas. C'était beau. La MC12 a gagné 3 fois, ouais. Et après, ils ont basculé sur le GT3, mais t'as vraiment des évolutions comme ça d'époque. C'est très intéressant d'avoir une course pour laquelle au palmarès, t'as à la fois une Maserati MC12 et une Peugeot 306, quoi. C'est ça. Incroyable. Attends, une Ford Capri. Bien sûr. Non, mais c'est génial. Enfin, ça montre que la course, c'est un peu cherché, mais ça montre aussi qu'ils ont suivi des périodes, ils ont embrassé des catégories qui, à un moment, étaient porteuses, tu vois. Et ils se sont adaptés. Enfin, ils ont une capacité d'adaptation. Là, maintenant, il y a une stabilité quand même. Depuis 20 ans, c'est relativement stable. Non, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas peut-être concurrencer Le Mans. N'empêche, il y a des vainqueurs communs. Parce que tu as la Shonari Walker en 1925 qui s'impose. On a des Alfa Romeo 8C. On a même Luigi Chinetti qui s'impose en 49. Il s'est imposé aux 24 heures du Mans. Il s'impose aux 24 heures de Spa la même année quand même. Non, mais carrément, bien sûr, il y a des points de recoupage. Mais moi, je trouve ça bien qu'ils aient eu très tôt cette idée de pas être en concurrence frontale parce que c'est vrai. T'as forcément un perdant à ce rythme-là, tu vois, à ce jeu-là. Et puis là, ils ont été intelligents. Ouais. Ah, moi, j'adore. Je trouve que c'est vraiment une belle épreuve. Et après, l'enchaînement des trois là fait qu'on est gâté, quoi. C'est vrai on a un mois de juin qui est très dense cette année. Alors, on est gâté, mais fatigant quand même, parce qu'on sait que les 24 heures de Spa ont changé leur date parce que la Formule 1 voulait venir en juillet. Donc ça, c'est ce qui explique aussi que les trois sont roue dans roue, j'allais dire. On a changé aussi la date du NURB. Oui, parce que c'était en mai. Je ne sais plus pour quelle raison. Je ne sais plus pourquoi. Parce qu'ils ont annoncé les dates jusqu'en 2027 ou 2028, je crois, pour les 24 heures du NURB.
Mais bon, en tout cas, on a vraiment ce chapelet de courses de 24 heures. Ben moi, j'ai hâte quand même de suivre cette épreuve. On va voir si BMW va enchaîner après les 24 heures du Nürb avec une victoire. On sait comment, ils n'ont pas été très très chanceux, hein, Non, cela dit. non. Et il y a WRT qui est engagé, bien sûr, dans cette course des 24 heures de Spa. Donc on va voir ce que ça va donner. Il y a pas mal de pilotes sympathiques qui sont avec WRT, qui engagent donc plusieurs M4 GT3, avec un jeune Français, Pierre-Louis Chauvet, qui fait équipe avec Étienne Chély notamment, sur la voiture numéro 30. On a Dries Vanthoor, Sheldon van der Linde, Marco Wittmann, Kelvin van der Linde, Charles Weerts et Hugo de Wilde. D'ailleurs, avec Charles Weerts, je crois qu'il s'est imposé dans sa catégorie aux 24 heures du Nürb, hein, Hugo. Donc, il y a quand même de beaux équipages. Et moi, j'ai hâte de voir si Lamborghini a réussi à s'imposer, comme tu disais, si Aston Martin a fait le doublé, et pourquoi pas peut-être une victoire Audi R8. Non, alors ça serait difficile hein, quand même. Ouais, j'ai vu ça. Non, mais j'ai vu Saint-Eloc qui a 3 Audi R8. Ouais, c'est pas les seuls. Il y a Atemto aussi, je crois, qui a l'Audi R8. Ouais. Mais Saint-Eloc, c'est voir les Audi R8 en piste, c'est presque anachronique maintenant, quoi. Enfin, c'est fou. Je sais plus quand ils ont plié le département compétition client chez Audi, mais c'est presque de l'historique. Il y a un petit moment. Ouais, c'est presque de l'historique. Ouais, c'est ça. C'est comme le Mans classique qui vient tous les ans. Ah ouais. Ben là, on va mettre de l'historique dans les 24 heures de Spa. C'est quand même dommage quoi, qu'il n'y ait pas de continuité là-dedans et qu'il n'y ait pas de descendance à l'Audi R8. Enfin, que Audi ait fait ce mauvais choix d'aller en F1 où ils vont rien faire alors que l'endurance est un truc incroyable en ce moment. Ah bah c'est clair. C'est bizarre. Ouais, c'est d'ailleurs pour en avoir parlé avec le Dr Ulrich pendant les 24 heures du Mans, forcément il s'en remet pas non plus hein, parce que il pensait que cette voie justement dans l'endurance était bien tracée. Voilà, bon, c'est comme ça. Hein, bah ouais, ça paraît. Malheureusement. Bon alors c'est quoi ton actu bon. Tu vas regarder les 24 de Spa alors? Alors, je vais les regarder. Est-ce que je vais les commenter? Ça, j'en sais rien. J'ai pas encore la réponse au moment où on se parle. Ce que je sais, c'est que je vais commenter sur Canal, par contre, la Formule 2, Formule 3. Donc, voilà, retour de la Formule 1 en Europe. Et donc, retour de la Formule 2 et de la Formule 3. Ça sera sur le circuit du Red Bull Ring. Ok. Et puis, qu'est-ce que je fais d'autre? Non, je vais regarder les 24 heures de Spa, ouais, c'est bien. C'est bien okay. Quand je ne serai pas au micro, je regarde ça. Je vais essayer quand même d'avancer sur mes podcasts trajectoires, ce serait pas mal, parce que certains me demandent des nouveaux épisodes. Alors j'en ai enregistré, mais j'ai du mal à les sortir, ces épisodes. C'est compliqué parce que mine de rien, comme je suis tout seul à faire tout ça, il y a quand même du boulot. Voilà, on s'en rend pas compte, mais il y a du boulot. Comme pour l'Endurance Club d'ailleurs, il y a du boulot. À force d'accumuler les enregistrements mais de pas les sortir, tu vas, Et là, on va parler. Alors, on est en 2022. Dis-moi comment. Alors, comment Tom tu vois Christensen, toi qui as 5 victoires au Mans. Non mais d'accord. Faut les sortir les podcasts, hein, Anthony. Non, je charrie un peu. Mais écoute, oui, essaye de rattraper ton retard, ça serait pas mal. Mais oui, non mais surtout que tu sais, pour la petite anecdote, je vous le dis, il y a un épisode sur Maxime Martin que j'ai enregistré en février. Et Maxime m'envoie un message. C'est-à-dire que maintenant, c'est les pilotes qui m'envoient un message. Tu m'as pas oublié pour le podcast? Ah bah si. En fait si, non mais voilà, ça va sortir et bien sûr que non, je n'ai pas oublié ni Maxime Martin ni les autres et en plus c'est pour ça qu'il gagne pas de course, tu vois, c'est de ta faute en fait, il veut être à jour au niveau du podcast donc il s'est pas rajouté un 24 du Nürburgring ou les 24 de Spa, il peut pas les gagner parce que sinon ton podcast il est caduc, donc tu vois il fait exprès de... Ah t'as raison, vite, je vais sortir cet épisode. Ouais voilà. Ah non mais j'ai eu du mal. Bon et toi c'est quoi ton actu alors une fois que tu termines ces 24 heures du Mans? Écoute, moi mon actu c'est qu'il y a pas mal d'articles de ma plume, de mon clavier dans Auto Hebdo cette semaine. Parce qu'on commence à passer en mode Le Mans classique. Il y a ça aussi. Hein. Ah oui c'est vrai. Donc avec, j'allais dire avec Julien, non là c'est moi qui ai écrit dans Auto Hebdo. Mais oui. Julien avec qui je suis, je sais pas le terme pour l'instant, associé on peut dire. Dans Classic Media. Lui, il a beaucoup bossé avec Auto Heroes. Ils ont sorti un numéro spécial Le Mans Classique, pareil. Enfin, 24 heures du Mans et 24 heures et Le Mans Classique où t'as. C'est pas juste des récits, des portraits de voitures, c'est plutôt des portraits justement de gentleman driver qui racontent des histoires et qui partagent des anecdotes sur
leurs expériences au volant. Donc c'est assez intéressant comme angle parce que ça change de juste voilà la liste des engagés ou voilà les pilotes. Là vraiment il a eu ce boulot sur le terrain d'aller les faire témoigner, donc c'est assez intéressant. Donc il est dispo en kiosque Auto Heroes 24 heures du Mans. Et puis donc ouais voilà, moi Auto Hebdo où, bah là pour le coup pareil j'ai essayé de faire intervenir des gens je parle notamment d'une Rondo qui était au musée, qui a été restaurée et qui va reprendre la piste au Mans Classique, une M382 pour être précis, le châssis 3, tu vois, truc très... Oh, ça c'est top parce que tu sais que je l'ai vu cette voiture qui est un peu une art car Ouais, maintenant, bien sûr. notamment à Sport et Collection, et toute l'équipe Rondo Ouais, de était là, l'époque. en tout Ouais, cas ouais. tous En ceux fait, qui ils étaient de l'époque. ont. C'est assez. Bon, on va finir là-dessus, mais c'est assez sympa. En fait, Rondo, il y a une association des anciens, ou je sais pas comment on pourrait dire, mais Exactement. des gens qui sont constitués en assaut après la disparition de Jean Rondo en 85. Et Oui, avec comme mission de perpétuer sa mémoire et de transmettre le souvenir de l'épopée Rondo, etc. Et c'était une association qui était un peu en sommeil depuis quelques années. Il n'y avait rien de spécialement fait. Et du coup, Charles James, qui était le patron d'Inaltera à l'époque, a sollicité les anciens mécaniciens, ingés de l'équipe, en leur disant ce serait ouais. pas mal de reprendre le flambeau et de faire quelque chose, quoi. Et donc l'idée qu'ils ont eue, c'est bah, ils sont propriétaires de la voiture qui est au musée depuis 87, la Rondo. Et ils se sont dit bah on pourrait peut-être la remettre en fonctionnement. La remettre en fonctionnement parce que déjà il n'y avait pas de moteur, donc il fallait trouver un bloc. Et Oui, après il n'y avait pas beaucoup de boulot de ce que j'ai compris parce qu'elle était au musée, donc en fait plutôt protégée. Protégée de la météo, enfin tu vois, c'est pas une sortie de grange quoi. Donc, ouais, tout à donc fait. ils ont pu la remettre en fonctionnement et donc là ça sera sa première course au Mans Classique. Ils n'ont pas l'ambition de l'engager sur un calendrier complet Peter Auto, mais ils m'ont dit qu'ils avaient, il y a des idées, des trucs, des sorties, donc quoi, comme tu l'évoques, Sport et Collection par exemple, ou participer à des événements, peut-être que j'en sais rien. Là je m'avance, hein, ils m'ont pas dit ça, mais ça se trouve, elle sera présentée à Rétromobile ou à Époque Auto. Enfin, en tout cas, ils veulent faire vivre la voiture et surtout s'en servir comme outil de transmission via les jeunes. Ils bossent, enfin, il y a des élèves du lycée Le Mans Sud qui bossent sur la voiture. C'est bien ça. Ils veulent faire rouler des jeunes pilotes aussi à bord. Enfin, voilà, tu vois, c'est un outil de transmission, quoi. Ouais, c'est top, franchement. Et puis Charles Jam, bah, on va lui rendre hommage parce qu'il est Mmh. malheureusement décédé il y a Ouais, quelques mois de cela. ouais, Et c'est vrai qu'il avait été visionnaire parce que il avait su faire les yeux doux, on va dire, à Jean-Pierre Beltoise, avec ouais. Jean-Pierre Josso, avec Henri Pescarolo. Enfin, il m'en parle d'ailleurs dans un des épisodes podcast qui va sortir parce que oui, Henri Pescarolo s'est livré à mon micro. Et bon, il a raconté des anecdotes qu'on connaissait et puis d'autres qu'on connaissait moins. Et c'est toujours un bonheur. Mais voilà, il me parlait d'Inaltera et c'est vrai que c'était un visionnaire. Donc très content d'avoir aussi côtoyé les Sartois justement qui ont fait partie de l'aventure Rondo qui a succédé à Inaltera justement. Chez C'était Rondo, ouais, c'est avec ça. ces autos-là, quoi. Chez Inaltera, Rondo, enfin Rondo, parce que Inaltera c'était le nom de l'entreprise qui Oui, sponsorisait, mais c'était Jean Rondo qui était ouais, mais derrière. qui sponsorisait, mais qui a carrément donné son nom au châssis. Oui, Ça, bien c'était sûr. quand même assez Ouais. novateur à l'époque. Mais chez Rondo, le leitmotiv c'était on fait beaucoup avec peu, quoi. C'était vraiment C'est c'était vrai. la débrouille et parce que j'ai échangé du coup avec un des membres de l'équipe de l'époque qui Ouais. me disait de toute façon il faut trouver des solutions, quoi. Enfin voilà, il n'y avait pas le choix. C'est faux. On n'avait pas beaucoup de moyens. Il y avait vraiment beaucoup de gens qui donnaient de leur temps. Et là, ils l'ont refait. Ils ont passé 3500 heures en tout, il m'a dit, en cumulé, pour Wow. remettre la voiture en fonctionnement. Là. Donc, tu vois, c'est du temps bénévole, c'est de l'implication. Ça, c'est vraiment des projets humains sur lesquels on passe pas forcément beaucoup de temps et on peut peut-être ne pas identifier que ça demande autant d'efforts quand on regarde les voitures passer en piste. Mais si vous allez au Mans Classique et que vous voyez cette Rondo, ou si vous la croisez plus tard, franchement, prenez le temps d'aller saluer les gens qui ont bossé dessus parce que Ouais. c'est incroyable, quoi. Je suis d'accord. Et ben voilà, c'était un bel hommage. Tu vois, c'est sympa Bah ouais. ces épisodes voilà, où on parle de 24 heures et on parle évidemment de grands noms aussi. On a essayé d'être complet. Oh, en tout cas, on a voulu parler de cet enchaînement. On a beaucoup parlé des 24 heures du Mans, parce que c'est un peu notre spécialité quand même, faut bien le dire. Mais là, voilà, on a fait à la fois un épisode preview et puis un épisode classique. C'est bien, c'est pas mal. Je sais d'ailleurs que ça plaît pas mal, hein, ces épisodes, notamment quand on a parlé de Toyota. Ouais. Quand on est revenu sur l'histoire aussi de McLaren au Mans, on en fera d'autres, hein, Geoffroy, tu me rassures. On en refera d'autres, surtout qui sont. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont intemporels. C'est-à-dire que Bah oui, là, tu vois ce qu'on est en train d'expliquer sur
sur les 24 du Nürburgring ou de Spa, bon bah ça va être un peu périmé dans quelques jours, quoi, malheureusement, mais c'est ça aussi le truc, hein. Alors que les épisodes historiques, ils font partie des épisodes qui sont les plus lus, enfin les plus écoutés tout le temps, tu vois, de manière récurrente, quoi. Vous êtes encore nombreux à regarder, à écouter, pardon, l'épisode sur McLaren, alors qu'on l'a publié il y a plus d'un mois et demi, je crois. Bah Mais oui. tu vois, lui, il a une durée de vie qui est plus longue, donc clairement, ouais, c'est l'idée, c'est qu'on en fasse d'autres, parce que ça nous fait vivre aussi le podcast de manière un peu différente, un peu comme tu fais avec C'est Trajectoire, où génial. c'est des grands témoignages Oui, qui c'est sont vrai. toujours agréables à écouter, quoi. Eh ben génial. Eh ben franchement c'est top. En tout cas vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous écrire et à réagir à ce qu'on dit. Et ça c'est super quand on lance des petits débats justement sur le safety car, tout ça. On a eu des réponses sur les réseaux sociaux. Donc merci beaucoup pour vos idées, vos projections, etc. Et ben on va essayer de vous répondre en temps et en heure parce Bah, qu'on est pas mal sollicité. Mais justement ben, continuez, mettez des petites étoiles. Bon ça je sais pas si ça sert à grand chose, mais enfin bon, on m'a dit de le dire, je le dis. Et puis surtout, voilà, partagez, parlez-en autour de vous. Et voilà, on veut faire entrer des gens dans le club. Voilà, si vous faites partie du club, déjà, eh bien, bravo et merci. Et si vous voulez continuer de faire grandir ce club, cet endurance club, eh bien, n'hésitez pas chaque semaine à venir nous écouter avec Geoffroy. C'est toujours un plaisir de vous accueillir justement dans ce club. Merci Geoffroy et bonne semaine. eh ben, merci Anthony, on se retrouve la semaine prochaine. Voilà, je pense qu'on évoquera peut-être un peu de 24 heures de Spa, un petit peu de LMS qui va aller à Imola. On aura peut-être aussi un petit mot sur Le Mans Classique. Bref, Ouais, voilà, exactement. on va rester actif, on va rester occupé et on va essayer de faire au mieux justement pour eh bien, vous accompagner durant ces premiers mois de l'été. Parce que oui, ça sera déjà le mois de juillet la semaine prochaine. Oh là là, ça passe vite. Exact, ouais, je m'en rends pas compte. Ça y est, le Mans est passé, tout s'accélère, ouais, c'est clair. Oui, c'est ça. Ouais, c'est bon, on est déjà. Allez, on prépare les awards. Non. Les trophées de l'endurance. Bon, allez, merci beaucoup en tout cas, Geoffroy. Très bonne semaine à tous et toutes et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.